toutes les personnes qui ont accepté d'être présents et qui nous font l'honneur d'être présents, simplement sans donner de nom. J'aimerais vous dire que sont présents aujourd'hui la mission du centenaire de la Grande Guerre, nous les remercions, l'ADMPA, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense, le VDK, service d'entretien des tombes allemandes, le service d'entretien du Commonwealth, et nous vous remercions madame, l'ONAC, l'Office national des anciens combattants qui est présent, l'UFAC, l'Union des Françaises des associations d'anciens combattants, qui signera tout à l'heure une convention avec l'association, l'association des écrivains combattants, merci beaucoup d'être présent, l'association Tourisme et Mémoire de la Grande Guerre, voilà, qui est là, qui signera également une convention tout à l'heure, l'association des professeurs d'histoire-géographie, je ne l'ai pas vu encore arriver, mais je sais qu'ils vont venir, et puis membres de l'association, de très nombreuses associations qui sont membres d'autres associations, l'association de l'ossuaire de Daumont, l'association des SAS, l'association de la mémoire partagée, l'association des Joinvillais, l'association Le Coquelicot. Je vous les lis pour bien vous montrer le terreau de la vie associative lié à ce grand mouvement de la mémoire de 14-18, l'association La Cavalerie de la bataille de la Marne, l'association, je ne les ai pas vus, mais ils vont arriver, l'US War Memorial, la Fédération du Train, l'association l'Union amicale pour la mémoire, le comité commémoratif de l'Argonne, l'association des propriétaires de vestiges de guerre de la région d'Albert, l'association Les Champs de la Mémoire, l'association Vivre sans frontières, l'association des journalistes du patrimoine, je les remercie tous d'être présents. Et puis, permettez-moi de remercier également d'être présent. Alors, notre amie Jiri Esther, ici présent, qui représente le comité américain du centenaire, qui vient juste de se mettre en place. Et c'est sa première visite officielle à Jiri Esther en France. Ça doit être sa première sortie ici, d'ailleurs, chez nous. Nos amis belges, alors, qui travaillent avec nous et qui auront la parole tout à l'heure pour dire justement où en sommes-nous dans ce travail ensemble. Je remercie également le directeur du musée de Meaux, le maire de Fleury devant Daumont, le maire de Tilloy, qui doit être présent quelque part. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis, dans notre comité des experts, Stéphane Tison, qui est venu avec nous, Bernard Kölsch, nous en dirons peut-être deux mots tout à l'heure dans le bilan. Voilà, mesdames et messieurs, excusez-moi pour ceux que j'aurais oubliés. J'ai regardé la liste rapidement pour vous remercier tous. Merci à tous. Je n'ai pas signalé le président du Souvenir français, mais il signe une convention avec nous, Gérard Delboeuf, le contrôleur général Gérard Delboeuf, qui est ici parmi nous, et qui signera tout à l'heure. Alors, déroulement de notre Assemblée générale. 2 heures maxi. Donc, nous attaquons avec l'ouverture par Yves Daudigny, le bilan d'activité Jean-Paul Vinchelin, et puis un certain nombre de points avec Michel Cotte qui interviendra, Madame Damien qui interviendra, Jean-Louis Piot qui interviendra, le rapport financier par Frédéric Castier, le rapport du budget prévisionnel toujours par Frédéric Castier, la modification des statuts par Jean-Paul Vinchelin, l'élection du bureau, puis vous verrez, on va vous dire, il faut nous faire confiance, par Jean-Paul Vinchelin, la nomination d'un commissaire aux comptes et la signature. Nous terminerons nos 2 heures par la signature de 5 conventions partenariales entre l'association, le Souvenir français, l'UFAC, l'association Tourisme et Mémoire de la Grande Guerre, les écrivains combattants et l'Office de tourisme de Reims. Je vous ai tout dit en ouverture. Monsieur le Président, vous avez la parole. Ça marche, hein ? Ça doit marcher tout seul. Ça marche tout seul. Formidable. Mesdames, Messieurs, dans vos diverses qualités et responsabilités, elles sont très hautes, j'allais dire souvent, mais pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, donc chers membres de l'association, c'est pour moi, bien sûr, un plaisir de vous retrouver ce soir. Nous avions, les uns et les autres, en juin dernier, apporté une pierre très solide à notre édifice en réunissant à l'école militaire, dans ce même amphithéâtre, plus de 400 personnes lors d'une journée d'études. Et vous aviez à l'époque donc
travailler de façon forte et toute la journée. Je vais me contenter ce soir d'introduire cette Assemblée générale. Alors, il semblerait, donc je vais toujours employer le conditionnel, mais il semblerait aujourd'hui que l'inscription nécessaire sur la liste indicative française soit ajournée. Pas une bonne nouvelle d'entrée. Les raisons en sont multiples et elles touchent principalement sur le sens que nous voulons donner à notre projet, ce qui signifie que nous allons devoir revoir notre copie, donc devoir clarifier notre démarche et, bien entendu, dans cette clarification, être très attentif aux remarques qui ont été ou qui seront formulées. Alors, cette clarification passe tout d'abord par une meilleure définition de la valeur universelle des biens que nous voulons proposer. Avec une question, la notion de paysage de mémoire est-elle valable? Les sites ou monuments ne sont-ils pas des moyens d'aller à l'essentiel? Question qui est très importante. Une réorientation du dossier, donc telle qu'elle se profile à cet instant, nous permettra et aura l'avantage, je veux dire, à chaque situation, il faut en trouver l'avantage et le moyen de rebondir et d'aller plus loin, l'avantage de préciser nos intentions, mais aussi de mieux délimiter l'objet que nous voulons faire inscrire à l'UNESCO des sites de mémoire partagés. Pour ce faire, il semble désormais urgent d'accompagner plus étroitement un comité scientifique au choix que nous faisons. Il en va de la crédibilité scientifique comme de la portée philosophique de notre démarche. Ce comité peut être réuni localement dans les départements ou en aval au plus près du travail de synthèse de l'association. Sur la méthode, nous devons aussi continuer d'associer les départements, les élus, mais aussi les territoires et leur population à notre démarche. Enfin, en termes de calendrier, nous nous rappelons tous, je l'ai dit, que nous savions bien dès le départ que nous nous lancions dans une course de fond, on pourrait presque dire du steeple, avec des haies à franchir, et que arriver au terme de cette course, nous le savions, nécessiterait et nécessitera encore à la fois de la patience, de la force, mais aussi une certaine habileté. La force de notre projet réside dans le ciment que peut constituer l'unité des départements de l'ancienne ligne de front. Je le dis ça de façon assez solennelle. C'est vraiment là, je crois, le cœur de notre démarche. C'est bien dans l'unité des départements de l'ancienne ligne de front que nous trouverons les moyens de convaincre nos différents interlocuteurs. Alors, département, la ligne de front avec nos amis belges, dans la perspective donc d'une protection et d'une valorisation des sites de la Grande Guerre, et cela, bien sûr, au-delà du centenaire. Ne perdons pas donc ensemble de vue cet objectif, et ce sera mon propos introductif. Continuons d'avancer tous ensemble. Je vous remercie en tout cas ce soir d'avoir répondu à notre invitation, donc le président du Conseil général, sénateur de la Meuse, et moi-même pour cette Assemblée générale. Et je crois, Christian, que je vais te passer la parole. T'as tout dit. Bon. Alors, c'est pas comme ça. En tout cas, merci, messieurs, de nous avoir rejoints. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, en introduction. Et on mesurera quand même que ce propos, je voulais qu'il soit court, mais il a quand même une portée au-delà du simple accueil. Merci. Non. Bien. Nous passons donc immédiatement au rapport d'activité qui va vous être distribué d'ailleurs. Pour vous dire qu'étant délégué des présidents, on a voulu au travers du bureau de travail, appuyé par des coordonnateurs, appuyé par des comités d'experts et scientifiques, appuyé par M. Toulz, qui est ici présent, faire un travail qui soit conséquent par rapport à votre nombreuse présence et qui vous donne dans ce document tout le travail de cette année. Nous avons tout d'abord
à vous dire que nous avons une avancée du dossier technique qui avait été formalisé pour aller à l'inscription, refusé donc par la commission des biens, et qui nous a amené effectivement à un gros travail dans les départements et au niveau national. Ce gros travail nous a fait donc faire un document très conséquent de 385 pages, et un document donc qui a pris beaucoup de temps dans les départements qui étaient donc en phase avec la volonté que nous avions définie dans les précédentes assemblées générales, et qui se devait de travailler avec nos partenaires départementaux, mais aussi avec nos collègues qui avaient déjà travaillé, notamment la délégation belge, qui avait travaillé donc du côté flamand comme du côté wallon sur un document qui était donc finalisé et qui avait beaucoup d'avance donc par rapport au nôtre. Nous avons fait donc plusieurs réunions internationales qui nous ont permis bien sûr de qualifier nos coopérations, d'apprendre à mieux nous connaître aussi sur ce dossier important. Je rappelle que classer la Grande Guerre au niveau d'UNESCO n'est pas une mince affaire. Nous étions partis la fleur au fusil. Nous étions à un moment donné d'incertitude totale. Nous avons pensé autour du 8 juin que nous gagnions la bataille. C'était qu'une bataille. On ne peut pas gagner la guerre. Et donc nous continuons. Et comme vient de le dire le président, nous aurons à continuer ce travail. Cette sensibilisation à l'international s'est faite avec des rencontres successives avec les institutions françaises et les institutions donc étrangères, avec, vous le verrez, un grand nombre de rencontres avec ministres, avec UNESCO ou avec, bien sûr, l'aspect franco-belge, l'aspect anglais, le Commonwealth, ou même des rencontres avec les gens d'autres pays concernés. Nous avons donc sur ces points-là multiplié ces rencontres, précisé notre demande et demandé l'assentiment de ces pays qui, pour certains, donc, ont été tout de suite en accord avec nous et ont donc rejoint l'idée que l'on pouvait donc gagner ce dossier UNESCO. Nous avons également eu des rencontres avec le ministère, bien sûr, des anciens combattants, plus fortement celui qui a soutenu notre dossier. Et nous avons eu un problème donc avec le ministère de la Culture qui, s'appuyant sur la commission des biens français, nous a dit donc retravaillez votre copie. Et il faut le dire clairement et il faut donc le souligner en ce sens. Nous avons travaillé également sur le fonctionnement de l'association, à un élargissement et à une capacité que, comme je le disais tout de suite, l'installation de bureaux de travail pour l'association, une partie politique et une partie technique qui travaillent bien ensemble. Ce n'était pas le cas pendant un temps, et donc les deux présidents m'ont donné leur confiance pour me désigner comme président délégué. Mais j'étais accompagné par un trésorier, par des amis donc ici présents, qui ont fait qu'il y avait une partie politique à l'intérieur de ce bureau. C'était important que cette possibilité d'une validation de tout ce qui est facile puisse se faire le mieux possible et que l'on revienne vers les présidents, bien sûr, et devant notre association quand il faut, et le moment est venu aujourd'hui de revenir devant vous. Nous avons accentué aussi les réunions de coordonnateurs pour que la partie locale, la partie départementale, comme la partie donc nationale, n'ait pas de différentiel. Et même en ce moment, quand nous sommes en train de travailler à la réorientation, même s'il y a des discussions fortes à l'intérieur du rôle des coordinateurs ou de notre bureau, il y a effectivement dans cette réorientation la possibilité d'un changement de cap, mais plutôt un changement de cap modéré, dans le sens où l'orientation première reste entière. C'est bien classer ce dossier au niveau de l'UNESCO pour permettre que dans les paysages de la Grande Guerre, dans les situations de nécropole ou d'autres endroits, il y ait eu capacité de se rappeler alors que nous n'avons plus de témoins et que le devoir de mémoire devient plutôt une affaire publique, une affaire associative, qu'une affaire de personnalités qui ont vécu ces moments-là. Il nous faut donc, à travers cela, donc bien l'intégrer, et nous l'avons intégré tout au long de ce travail d'interface avec les comités, de possibilités de travail sur l'inscription, ou donc une possibilité aussi d'avoir préparé
et c'est important de le dire, une possibilité d'une grande rencontre que nous avons fait le 8 juin. Ça nous a donné chaud au cœur, cette réussite le 8 juin, avec 300 personnes environ, ici à l'école militaire, avec de très bons débats, une internationalité ambiante, une capacité de travail entre nous et l'association du centenaire. C'est des choses qui ont effectivement été très positives. L'élargissement de l'assise départementale avec l'adhésion également, donc, j'ai oublié, excusez-moi, l'installation d'un comité d'experts de l'association, co-animé par Madame Annette Becker, et l'élargissement aussi donc, de l'assise départementale avec l'adhésion du Haut-Rhin, j'allais dire le Bas-Rhin, il ne faut pas me tromper. Nous avons eu également des demandes d'adhésion de Seine-et-Marne et du territoire de Belfort, et nous avons engagé un travail autour du 8 juin, et depuis, pas de lobbying, mais en même temps de préparation au dossier UNESCO, en élargissant la possibilité de membres associés, avec des associations et des individuels, avec des adhésions de collectivités territoriales, et nous avons vu qu'il y a eu une réponse qui s'est faite autour de cette grande conférence et de ce temps fort du 8 juin, mais aussi de l'après-travail que nous avons fait au retour des vacances. Nous avions signé, bien sûr, les conventions avec l'ONAC et la DMPA, et les conventions avec les associations mémoriales d'anciens combattants, ceux de Verdun, les Fils des Tués, le Souvenir français, l'association de tourisme et de mémoire de la Grande Guerre, France Nature Environnement. Nous avons également demandé des soutiens institutionnels. Nous avons bien vu que nous étions des départements, que la base de départ devait rester, mais qu'en même temps, il y avait des grandes villes, il y avait des communautés de communes, on les rencontrait logiquement, il y avait des associations, on les rencontrait logiquement dans les comités départementaux, on les rencontrait au niveau national avec les 8 juin. Nous avions donc cette capacité de dire que l'association devait être portée aussi par un souci de soutien institutionnel, par motion, par lettre, par capacité, que les gens nous disent aussi les choses qu'ils ont envie de nous dire. Nous avons eu donc un résultat assez fort avec l'Association des régions de France, avec des démarches engagées sur les départements de France et sur l'AMF, Association des maires de France. Nous avons des départements qui ont adopté des motions. Nous avons des maires, l'association des maires qui ont également voté des vœux de soutien, 17 sénateurs qui ont signé un courrier de soutien, et le Parlement écossais qui a adopté une motion. Pour vous donner ces exemples-là, et ça doit se continuer et doit se permettre de dire que notre association est portée par nos départements, mais aussi par cette capacité d'ouverture et de suite à donner. Nous avons développé la communication. Je viens de parler du colloque donc, du 8 juin. On a fait un partenariat avec 14-18 magazines, donc une page donc plutôt locale, excusez-moi l'expression, et une page plutôt nationale, et une capacité d'expliquer qui est notre association. Mise en ligne et développement du site internet de l'association, je pense que vous y avez déjà été. Si vous n'y avez pas été, vous loupez quelque chose, dépêchez-vous de brancher internet en revenant chez vous ce soir et de regarder cette mise en ligne de textes de présentation, des 2100 sites de mémoire, et donc nous avons aussi, au travers de cette communication, mis en place des logos des départements donc, adhérents et de nombreux liens. Les publications, on a fait un premier dépliant de présentation, une brochure de 16 pages également, comprenant des photos du photographe britannique Michael Sell, et les détaillants le projet donc, du dossier franco-belge. Une brochure, 500 affiches au format A3 ont été imprimées, des cartons d'invitation sur le colloque. C'était donc des temps forts de travail pour M. Tous, mais aussi pour les membres du bureau, plus particulièrement Serge Marcellini, bien sûr, qui doit travailler plus encore que nous dans cette situation. Madame Damien, qui n'est pas à côté de moi, mais qui également est monsieur, donc, je cherche son nom, donc qui sont ici et qui vont prendre la parole. Les salons et événements, nous avons été présents à Saint-Dié, au FIG, au Festival international de géographie, le rendez-vous de l'histoire de Blois, en octobre 2012,
pour les deux, le Salon des écrivains combattants en novembre 2012 et le Salon mondial du tourisme en mars 2013. Bon, nous sommes sur ces points-là quand nous sommes présents, vus par un grand nombre de personnes qui viennent nous demander qui on est, qui viennent de donner un point de vue, et une belle discussion s'engage. Ce n'est pas inutile d'être présent dans ces travaux-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier d'avancée forte de notre association. Un rapport moral qui est beaucoup plus important que les précédentes assemblées générales. On peut s'en excuser parce qu'au départ, on a été un temps pour se mettre en route. Là, vous voyez, votre présence le signifie. On est quand même en route d'une manière plus forte et le rapport d'aujourd'hui est plus conséquent. Je voulais donc terminer mon propos en disant que nous sommes sur un travail qui est important, appuyé par l'ensemble des techniciens coordonnateurs, par les experts, par les personnalités qui sont autour de nous dans le conseil scientifique et dans les partenariats qui sont donc d'importance maintenant au niveau effectivement du monde de ceux qui croient effectivement à ce dossier, mais qui sont dans des associations où leur cœur de métier reste effectivement donc tout à fait perceptible et ils sont partenaires bien sûr en tant qu'anciens combattants, en tant qu'autres situations et je pense qu'au niveau national comme au niveau international, ce bon bilan est le vôtre. Merci de votre écoute. Je passe la parole tout de suite. Donc, si vous voulez, pour aller un peu plus loin sur ce bilan d'activité, on a prévu 6 interventions très ciblées. La première intervention serait de M. Cotte, ici présent, qui va nous parler de la VUE, qui est un sujet central, vous l'avez bien compris dans les 2 propos qui viennent de vous être présentés. Je rappelle à chacun que pour qu'un dossier UNESCO soit pris, il faut d'abord que la valeur universelle de ce dossier soit démontrée. Vous l'avez compris dans les 2 interventions, et en particulier celle de M. le Président Daudigny, notre valeur universelle de départ n'a pas convaincu. Donc nous avons été obligés de faire un tournant, et nous devons nous en expliquer, car je sais que tout cela n'a pas toujours été bien compris. Nous avons été obligés de faire un tournant pour réinventer une VE qui passe mieux. Ce tournant, nous l'avons pris en particulier grâce à un expert qui nous accompagne désormais, qui est M. Michel Cotte, qui est ici présent, qui va vous expliquer en quelques minutes comment nous avons réorienté cette VUE, les conséquences de cette réorientation et les problèmes que ça peut poser. Monsieur Cotte, vous avez la parole. Le plus simple, c'est vrai qu'on vous donne... Il y a des micros baladeurs ou pas? Vous allez venir parler au pupitre. Vous allez parler au pupitre, monsieur Cotte. Et voilà, c'est plus simple. Voilà. C'est pour ça que j'ai réécrit ça. Messieurs les présidents, messieurs, mesdames, en quelques mots, la place de cette question centrale, en effet, dans l'évaluation de l'UNESCO, de ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle d'un bien. Il faut que l'on démontre cette valeur devant, d'une part, un comité scientifique international, l'ICOMOS, et d'autre part, devant le comité du patrimoine mondial, qui est donc une instance diplomatique internationale dans le cadre de la Convention de 1972 de l'UNESCO. En effet, la première approche de ce dossier, que l'on peut parfaitement comprendre, qui était axée sur la notion de paysage, avait un côté très englobant, une recherche de l'exhaustivité des souvenirs matériels de la guerre et évidemment de tous les souvenirs historiques, de toutes les valeurs ajoutées, immatérielles, symboliques, morales qui étaient associées. Cette approche-là a été vivement critiquée par le Comité des biens français, qui est un comité interministériel, bien sûr le ministère de la Culture, mais aussi le ministère de l'Écologie et une série d'experts
français et quelquefois d'ailleurs étrangers aussi. Nous avons vivement recommandé de tenir compte au plus haut point de cet avis technique, car à notre point de vue, il préfigurait les difficultés que ce dossier pouvait rencontrer à l'échelon international et de tenir compte de ces conclusions du Comité des biens français. Et en effet, la conclusion du Comité des biens français était totalement centrée sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, sur ce refus à la fois du paysage très généraliste et de l'approche exhaustive du souvenir, pour nous poser une question que je vous pose maintenant et sur laquelle nous avons travaillé depuis, qui était de dire que, au-delà des guerres, de toutes les guerres, il fallait chercher ce qui, dans celle de 1914-18, avait réellement un caractère universel, qui apportait quelque chose d'unique et de nouveau à un niveau tout autant philosophique que moral qu'anthropologique. Il y avait donc une invitation à une réflexion en profondeur sur ce qui avait changé à travers les événements de cette guerre. Et c'était donc le point de départ de notre réflexion pour essayer de trouver, de fonder une nouvelle VUE, une nouvelle valeur universelle exceptionnelle, en abrégé VUE. L'idée qui est apparue, c'est que la question du culte des morts à la guerre, du soldat mort au combat, était quelque chose qui devenait complètement nouveau. Et que le rapport à la mort, dans toutes les sociétés, dans toutes ces manifestations matérielles et spirituelles, est un élément marqueur extrêmement profond des sociétés et de leurs évolutions. En effet, que se passe-t-il dans ce domaine-là pendant la guerre de 1914-18 ? Pour la première fois à l'échelon international, c'est un culte de l'individu mort au combat, une manière de retrouver l'humanité en célébrant la personne morte au combat, chose qui ne s'était pas faite jusque-là dans des conflits à caractère internationaux, c'est-à-dire opposant des États entre eux. Il y a quelques prémices avec la guerre de sécession aux États-Unis, mais jusque-là, ce culte des morts au combat ne se faisait absolument pas par la reconnaissance de l'individu. Et nous avons estimé que cette reconnaissance de l'individu mort au combat pour lui-même, avec un minimum de distinction tant d'origine nationale que de conviction philosophique, que de grade, bien souvent, par rapport à l'État militaire, était une façon de retrouver l'humanité. Et que devant ces événements d'une échelle inouïe, d'une mort de masse qui n'avait jamais eu lieu jusque-là à une telle échelle, c'était bien retrouver l'humanité que de célébrer la personne morte au combat. Voilà, il nous a semblé que là, il y avait en effet une réponse à la question qui nous était posée par le Comité des biens français, une réflexion à la fois anthropologique, culturelle et philosophique sur la signification de la mort pendant la guerre de 1914-18. Alors, ce que permettait cette VUE, bien sûr, c'était une nouvelle définition plus restreinte du bien que nous sommes en train de faire, et d'autres intervenants vont vous en parler dans un instant, une définition plus restreinte, se ramenant à des monuments et à des sites qui, d'une façon générale, étaient a priori beaucoup plus simples à définir que des paysages de la guerre qui, sur la longueur du front que vous connaissez tous, prenaient une échelle tellement gigantesque que l'on pouvait aussi se demander si cela était tout simplement définissable et gérable en tant que bien patrimonial avec toutes les protections nécessaires à la conservation de ces biens. Donc, une redéfinition des biens très étroitement associés à la VUE. Ces biens matériels doivent supporter, exprimer la valeur universelle exceptionnelle et évidemment, à partir de là, exprimer ces valeurs morales, culturelles et philosophiques de cette façon de célébrer la mort au combat.
D'autre part, cette façon de présenter une nouvelle valeur à ces sites était renouée avec l'élément quantitatif de la guerre. On avait un lien direct entre la mort de masse, entre cette guerre de type industriel nouveau et, si vous voulez, le témoignage de ces morts. C'était aussi une manière de renouer avec le caractère vivant de ces sites. C'est-à-dire on n'était pas seulement dans une archéologie des lieux et des territoires, mais on est aussi, à travers les cimetières, les nécropoles, les mausolées, les mémoriaux, dans un culte vivant, avec toutes les générations, y compris les jeunes générations, qui aujourd'hui viennent dans ces lieux de mémoire. Et c'était très directement la célébration de ce culte des morts qui continue aujourd'hui. Et donc, cette nouvelle valeur universelle exceptionnelle semble avoir une série d'avantages, pas seulement pour satisfaire à une demande à caractère administratif, je dirais, mais pour répondre en profondeur à la question qui nous a été posée. Ceci dit, la question nous a été posée, nous sommes en train d'instruire la réponse. Il faudra qu'à nouveau, nous déposions un dossier complet auprès du Comité des biens français et que celui-ci réagisse et se prononce sur cette nouvelle valeur universelle exceptionnelle. Ce n'est pas parce que nous avons fait l'effort de redéfinir cette valeur universelle exceptionnelle qu'elle est acceptée. Nous sommes en chantier. Je voudrais, et je terminerai là-dessus, saluer nos collègues et amis belges qui, quand nous sommes venus leur dire « Vous savez, la VUE est mise complètement à plat par le Comité des biens français, est-ce que vous acceptez qu'on reparte à zéro dans ce domaine-là ?» Je vous assure qu'on n'en menait pas large, parce qu'on vous posait une question dont vous pouviez dire « Mais écoutez, on est en désaccord avec la France et on en reste là ». Nos amis belges ont fait l'effort de ce travail de remise en question totale, à la fois de leur manière de penser pour, avec nous, développer la VUE. Et la dernière version finale que vous trouverez ou qu'on vous passera dans les documents de l'Assemblée générale, c'est un travail absolument commun, partagé, fait ensemble avec l'équipe belge, et je les en remercie. Merci, monsieur. Alors, justement, le côté belge, M. Van der Merlier, qui représente ici la Flandre, n'est-ce pas, en France, et qui, je pense qu'il parle pour vous tous. Vous souhaitez, Madame de Villiers, vous voudrez dire un petit mot aussi? Très bien, parfait. Vous voyez qu'on équilibre, hein. Flandre et Wallonie. Très bien. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je suis néerlandophone, ik spreek Nederlands, dus als ik fouten maak tegen het Frans, donc si je fais des fautes contre le français, c'est parce que ma langue, c'est la langue de Vondel et pas de Voltaire. Mesdames et messieurs, je vais peut-être sonner un petit peu comme Caton l'Ancien, parce que je vais revenir sur ma dernière intervention, donc je dis « Delenda Carthago est ». Et je reviens là-dessus parce que ça nous blesse quand même un petit peu, étant belge, et c'est votre logo. Ah oui. La dernière fois, je vous ai dit, vous mettez sur votre logo le drapeau anglais, le drapeau français, le drapeau américain, le drapeau russe et le drapeau allemand. Ou bien ce projet est un projet franco-belge, ou bien c'est un projet franco-allemand. Je m'excuse, mais ou bien vous prenez tous les alliés, il faut ajouter l'Italie, il faut ajouter le Japon, parce que c'était les alliés dans la Première Guerre mondiale, ou vous mettez aussi les anciens ennemis, la Turquie avec l'Autriche, avec l'Allemagne, et on fait tous ensemble ce qui est préférable pour moi, je pense, à presque 100 ans, mais dire que c'est un projet franco-belge et mettre le drapeau allemand au lieu des ch'tis belges, c'est quand même un peu fort de café. Même s'il est français. Mesdames et messieurs, le patrimoine de la Grande Guerre prend une position clé dans la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale en Flandre. Et je ne peux que soutenir les merveilleuses paroles et la brillante intervention de M. Michel Cotte
Ça nous a fait beaucoup de plaisir. Parce qu'en effet, ce patrimoine est notre dernier témoin tangible entre le passé et le présent. Et nous, on est là avec ce projet pour le futur. C'est amener les jeunes, c'est amener les écoles, c'est l'aspect pédagogique de tout ce projet, afin de jamais oublier. Parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui ne savent plus ce qui s'est passé. Il y a aujourd'hui des jeunes qui ne connaissent même pas Adolf Hitler. Alors on est déjà dans une autre guerre. Il y a des jeunes qui trouvent que tout est gratuit, que les droits de l'homme, les droits de l'homme sont là, c'est acquis, il n'y a personne qui les met en question. Mais on oublie qu'il y a aujourd'hui des interventions de chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union, des Nations Unies qui mettent en cause précisément pourquoi ces millions de morts sont morts en Europe. Alors, comment est-ce que vous voulez que les jeunes d'aujourd'hui ont un repère pédagogique, ont un lieu de réflexion, si exactement pour l'UNESCO, les sacrifices humains ne sont plus assez intéressants pour commémorer donc tous ces morts tombés aux batailles. C'est pour ça, afin de protéger et de préserver, que la Flandre a élaboré depuis 2002 une stratégie intégrale avec 4 pistes synergiques. Je ne vais pas vous parler des 3 premières, mais je vous parle de la 4e, qui est dans le cadre de cette assemblée la plus importante. Il s'agit de renforcer l'importance du patrimoine de la Première Guerre mondiale en ciblant une inscription des vestiges principaux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on est tous d'accord là-dessus, j'espère. Et c'est pour ça que je pense que cette assemblée nous semble le moment pour dresser le bilan de 2 années de travail commun à propos de ce dossier franco-belge, j'espère. Et de nouveau, je reviens là-dessus. Je ne suis pas là pour donner pour donner une bonne ambiance ou n'importe quoi. Je suis là pour dresser un bilan. Vous savez que les Flamands sont difficiles. On est du Nord. Charles de Gaulle l'écrivait. Je suis un fier Flamand du Nord. On est plus dur que les autres. Et malheureusement, nous devons constater que le bilan qu'on présente aujourd'hui n'est pas ce qu'on avait espéré. Certes, il y a des résultats, mais il faut beaucoup plus si on veut réaliser ce merveilleux projet au sein de l'UNESCO. Il faut avancer plus vite, il faut encore beaucoup plus de résultats. Et mon gouvernement ne peut que regretter le manque parfois d'efficacité de nos travaux que nous estimons liés à la manière de procéder plutôt qu'à la volonté de tout le monde de travailler profondément là-dessus. Nous regrettons un petit peu les pertes de temps en temps dues à des remises en cause, parfois multiples, de décisions de groupes de travail, au manque de partage d'informations et parfois même au non-respect des délais et échéances. Trop souvent, et malgré nos remarques, nous avons reçu des documents la veille au soir ou le matin des réunions, voire même en début de séance de travail. Il faut nous comprendre. Wij spreken Nederlands. On ne parle pas le français, donc ceci est d'autant plus désagréable dans le cas où la langue de travail n'est pas celle de l'ensemble des partenaires. Donc ça nous met en problème avec nos ministères, avec nos parlementaires, avec nos ministres, parce que là, je ne sais pas si c'est comme ça en France, Serge, mais c'est pire. Si je reçois 5 minutes avant une réunion un texte, je dois appeler un ministre, monsieur le ministre, tout a changé, il ne m'aimera plus comme avant, je pense. Donc je pense que c'est partout la même chose. Donc à diverses reprises, nos gouvernements ont un peu regretté l'absence aussi, et ça c'est important parce que là je perds ma réserve diplomatique. On a vraiment regretté l'absence de nos homologues du ministère de la Culture et de la Communication
et aussi nos homologues du ministère de l'écologie et du développement durable. Ou bien on est partenaire au même niveau, ou bien on ne l'est pas. Donc il est grand temps que nos administrateurs généraux, au niveau de la culture des deux pays et des autres ministères, se voient à égalité et en toute fraternité. Voilà. Donc là, mon gouvernement est un peu déçu qu'on n'a pas encore vu les homologues de ces ministères-là. Le dossier, vous le savez, il est déjà sur la liste indicative belge du patrimoine mondial depuis 2002 et il est adapté en 2008. Malgré le fait qu'on a parfois un an à former un gouvernement, on avance plus vite. C'est peut-être la raison. Jusqu'à présent, le dossier n'est pas encore sur la liste indicative française. Donc alors, peut-être, il vous faut former un autre gouvernement et prendre votre temps. Je ne sais pas. Mais bon, il faut avancer parce que on a compris votre souhait de présenter le projet aux autorités françaises, mais alors, il nous paraît important que les administrations dont j'ai parlé, qui porteront le dossier, se rencontrent formellement pour aborder ce dossier. C'est là qu'est l'os et l'as. Il faut de l'hélice. Pas mal pour un néerlandophone. Hein? La Flandre et la Wallonie ont déjà signalé ces problèmes à plusieurs reprises. Notre volonté est toujours de mener à bonne fin ce dossier commun parce que tout le monde veut vraiment que ce dossier, que ce projet, ce magnifique projet, a sa place au sein de l'UNESCO. Mais donc, il nous semble indispensable de revoir un petit peu nos modes de fonctionnement et nous souhaitons donc de définir avec vous une méthode de travail assurant le respect des partenaires et des délais, un petit peu plus, s'il vous plaît, définissant le rôle de chacun, l'échange d'informations assez vite, définissant les modalités de travail et établissant un calendrier d'action. Dès qu'un document de base commun précisant les modalités du dossier sera finalisé, nous souhaitons traduire ce document en un engagement officiel des partenaires. Donc le message qui vient ici aujourd'hui de la Belgique et surtout de la Flandre, il est grand temps d'avancer plus vite avec ce dossier. Les Belges sont des gens patients et on a le sens de compromis, que vous le savez. Mais Echternach est au Luxembourg, pas en Belgique, et ni en France d'ailleurs. Donc si mon intervention a été un peu fort de café, c'est par souci de faire avancer ce merveilleux dossier et de faire appel à tout le monde de faire un peu plus d'efforts encore, surtout au niveau de nos homologues des administrations. Et donc, n'oubliez pas mon drapeau, s'il vous plaît. Madame de Villiers. Merci. Non, bonsoir. Je ne vais pas redire ce qu'a si bien dit Nick Van de Marlier, mais moi je voudrais peut-être prendre la parole au nom de la Wallonie et peut-être aussi d'un point de vue peut-être plus praticien, plus technique, puisque à titre d'information, j'ai déjà coordonné les 5 dossiers d'inscription qui ont été proposés par la Wallonie. Donc c'est un peu à ce titre-là que je voudrais prendre la parole et peut-être être un peu plus direct. Je pense que, monsieur, vous l'avez dit, le dossier a été inscrit sur la liste indicative en Belgique en 2002. Il a été révisé pour que nous soyons ensemble en 2008. Et lors de nos premières discussions, je pense que l'échéance qui était annoncée était 2014. Il faut bien avouer, se rendre à l'évidence que c'est un peu raté. Monsieur le Président, vous avez parlé de ce dossier comme d'une course de fond. Je pense que vous avez tout à fait raison, mais encore faut-il qu'on sache où est le drapeau et qu'on n'arrive pas trop tard. Donc, moi, le message que je voudrais faire passer ici,
avec l'expérience que j'ai d'autres dossiers, c'est qu'il est temps, grand temps, qu'on aille de l'avant, qu'on travaille ensemble, que ce dossier évolue positivement, qu'on aboutisse enfin à une inscription sur la liste indicative française. Je pense que c'est encore envisageable, mais il est grand temps d'aller de l'avant. Voilà, moi c'est le message très court que je voulais vous faire. Merci. Madame Damien, on finit ces 3 petites interventions. Ensuite, on a un débat qui peut s'instaurer dans la salle. Madame Damien, on vous donne la totalité des enjeux des interventions. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence. Et puis ensuite, je voudrais remercier nos amis belges de leur grande patience. En effet, nous avançons, mais nous avançons certainement moins vite que vous. À cela, il y a certainement des raisons qui s'expliquent d'une part que nous portons, c'est une association qui porte ce dossier, ce ne sont pas des administrations institutionnelles, ce qui est sans doute une grande différence entre nous. D'autre part, nous le savons, notre dossier est un dossier qui, pour nous, est très étendu, qui est étendu depuis sur près de, on va dire, 600 kilomètres, qui réunit de nombreux partenaires, des départements. Et surtout, ce dossier, quand nous l'avons pris en départ ensemble, nous sommes partis en France de pratiquement zéro. C'est-à-dire que nous n'avions pas, comme vous en Belgique, au préalable, d'inventaire, de travaux faits depuis très longtemps, comme vous l'avez souligné, depuis 2002. Donc, c'était un travail considérable. Et on peut dire, et je peux remercier ce soir, les coordinateurs des départements qui se sont attachés à ce travail et qui ont travaillé rapidement pour procéder, disons, à cette prise en main des sites et donc qui ont réussi cette étape. Aujourd'hui, nous nous trouvons à une réorientation de ce dossier, plus précisément sur donc les nécropoles, les mausolées, donc beaucoup plus ciblés. Donc ce travail aujourd'hui nous a conduit en France à établir une liste. Vous, en Belgique, cette liste est complètement arrêtée. Nous sommes en train d'affiner cette liste. Nous travaillons avec perspicacité et nous espérons très vite pouvoir vous la soumettre, car notre objectif, bien sûr, c'est de pouvoir présenter très rapidement ce dossier et demander l'inscription sur la liste indicative française. Donc voilà un petit peu le message que je voulais dire ce soir. Donc aujourd'hui, nous travaillons, nous faisons en sorte de pouvoir déposer ce dossier très rapidement. Et je voudrais remercier ce soir tous nos partenaires, que ce soit donc les coordinateurs, mais surtout toutes les associations qui, sur le terrain, œuvrent aussi à ce beau dossier qu'il nous faut absolument réussir pour demain. Voilà. Merci. Merci bien. Monsieur Piot, sur la place des conseils généraux. Merci. Donc très rapidement, comme nous le rappelait notre coprésident Yves Daudigny, l'importance des départements au niveau de notre association. Donc je vous rappelle que l'association se compose de membres de droit et de membres associés, comme stipulé dans nos statuts. Les conseils généraux, membres de droit, ont une place centrale. Ce sont eux qui ont créé l'association et qui en gardent la gestion. Une place centrale aussi par la présence des conseillers généraux au nombre de 5 qui sont membres du bureau. Je vous les rappelle, M. Namy,
du département de la Meuse, coprésident, M. Yves Daudigny, du département de l'Aisne, coprésident, M. Vinchelin de la Meurthe-et-Moselle, président délégué, M. Blanchard du département de l'Oise et moi-même, M. Piot du département de la Somme. Donc il n'est pas inutile non plus de rappeler que les coordonnateurs de l'association sont financés par les conseils généraux. Il nous faut, à cette étape de l'association, renforcer cette place. Chaque département doit avoir un élu référent. À ce jour, des départements n'en ont pas. Chaque département doit avoir un fonctionnaire référent. À ce jour, des départements n'en ont pas. Chaque département doit avoir un coordonnateur. À ce jour, des départements n'en ont pas. Donc, pour terminer, c'est aussi par la prise en charge de ces responsabilités que notre grand et beau projet avancera dans cette belle aventure du classement à l'UNESCO. Merci. Vous pouvez passer, M. Tools. Allez, M. Tools, vous allez faire un peu le point sur les adhésions. Oui, rapidement, ce que c'était dit par M. Vinchelin. Donc, au niveau des adhésions en tant que membre de droit, donc nous étions 9, nous sommes passés à 10 avec l'adhésion du Haut-Rhin au mois de mai dernier. Et on a 2 demandes d'adhésion qui sont celles du territoire de Belfort, qui a fait une délibération à l'unanimité il y a tout récemment, le 23 septembre, pour demander son adhésion. Également la Seine-et-Marne, par l'intermédiaire de son président, qui nous a envoyé une lettre pour nous dire qu'il proposerait très prochainement à l'Assemblée départementale d'adhérer à notre association, donc ce qui pourrait nous faire passer à 12 départements. Pour l'année prochaine, donc justement par rapport au département, il y a des discussions qui pourraient être en cours avec le Bas-Rhin qui avait été en fait sollicité à la fondation de l'association, mais qui n'avait pas donné suite puisqu'ils estimaient que les vestiges étaient quand même un petit peu limités dans leur zone, mais il se pourrait donc qu'ils soient à nouveau intéressés, à voir, bien sûr. Et puis en marge du colloque, on a lancé une campagne d'adhésion, donc qui s'est traduite, comme vous l'avez dans le bilan d'activité, par l'adhésion pour l'instant de non plus 89 comme c'était marqué au 30 septembre, on en est à peu près à 106, 107. Il en arrive en ce moment à peu près tous les jours. Donc certains départements sont plus représentés que d'autres. La Meuse notamment est très bien représentée. Mais ça commence à arriver. Donc de plus en plus de certains départements, on espère sans problème a priori qu'on pourrait atteindre les 150 associations à la fin de l'année. Voilà, donc cette campagne se poursuit. Et donc l'objectif ensuite, c'est de faire en sorte que ces associations puissent être présentes au sein des comités départementaux qui seront mis en place dans les différents départements. Voilà, merci. Merci bien. Un mot pour terminer, ensuite on ouvre la discussion. Juste un mot. Vous avez bien compris dans le débat qui vient de s'instaurer que nous avons une première course d'obstacles qui est l'inscription sur la liste française. Il n'y a pas de dossier UNESCO s'il n'est pas porté par la nation, c'est-à-dire par le gouvernement. C'était un peu le message de notre ami Flamand tout à l'heure, vous l'avez bien compris. Vous avez compris que les dossiers UNESCO sont toujours conçus par des associations ou des collectivités territoriales, mais qu'ensuite il y a un moment de passage du témoin au gouvernement, et c'est lorsqu'il est inscrit sur la liste de ce gouvernement, donc la liste française, et c'est le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la Culture pour le cadre français, qui va déposer ce dossier à l'UNESCO. Nous en sommes à demander cette inscription sur la liste française, qui n'est pas une moindre affaire. Je vous le rappelle, nous ne vous l'avons pas dit, que depuis 10 ans, le Conseil régional du Bas-Rhin tente de faire inscrire les plages du débarquement et que ça a été refusé l'année dernière. Je tiens quand même à le rappeler à toute fin utile. Excusez-moi, de la basse Normandie, oui. Quand on est là. Ne m'en voulez pas avec le bas, hein. La basse Normandie, c'est pas bien, hein. La basse Normandie. Donc, je me suis trompé dans les drapeaux. Donc, pour vous dire que les inscriptions ne sont jamais si simples. C'est notre premier combat, oserais-je dire. Le second combat, c'est la prise en compte de ce dossier dans le programme du centenaire de la Grande Guerre. Ce second combat, nous le menons d'abord avec la mission du centenaire, qui a signé avec nous une convention,
nous les remercions d'être présents ici. Nous avons signé une convention pour que ce dossier soit pris en charge dans la mission du centenaire, tout en sachant que ce n'est pas un dossier 2014, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un dossier, allez, on va dire 2018, pour qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est un dossier 2018, ce n'est pas un dossier 2014, mais bien sûr, c'est un dossier qui doit être porté dans le projet du centenaire. C'est les deux lignes que nous conduisons aujourd'hui. Nous avons, pour la première, une date, c'est janvier-février 2014 pour être inscrit sur la liste française, et c'est là que nous rejoindrons nos amis belges. Et pour la seconde, qui est l'inscription dans le grand projet que présentera le président de la République le 8 novembre 2013, il est clair que nous devons être inscrits comme un des projets importants pour le 8 novembre 2013 présenté par le président de la République. On n'a pas dit le projet, on a dit l'un des projets importants. Nous sommes bien d'accord. D'autant plus que nous ne visons pas 2014. Voilà, c'est en bonne voie aussi. Voilà, c'est les deux choses qu'on voulait vous dire. Arrivé à ce point, je pense qu'il doit y avoir débat avec la salle. Vous avez la parole, vous avez bien compris les tenants et les aboutissants de ces dossiers. Monsieur le Président, voilà, vous avez la parole. Allez-y. Quelles réponses ont fait nos amis belges exactement? Est-ce qu'ils ont posé des questions précises? Je pense qu'il faut qu'on leur réponde, Serge. Bien sûr. J'ai bien compris. Imaginons ce qui s'est passé. Nos amis belges étaient partis sur une idée qui était un peu la nôtre aussi, les paysages. Nous étions partis dans l'idée que c'était un partenariat complet. Pourquoi un partenariat complet? Parce que pour nous, il est clair que c'est le front occidental. C'est la totalité du front occidental, grosso modo de la Wallonie et de la mer du Nord jusqu'à l'Alsace, jusqu'au Rhin, pour faire court. Bon. Et nous étions partis ensemble sur les paysages. Eux n'avaient pas de problème, puisqu'ils sont déjà inscrits sur la liste belge. C'était beaucoup plus facile que nous. Nous, les dossiers, aujourd'hui, pour être inscrits, compte tenu, vous avez tous compris aussi que c'est l'inflation des dossiers UNESCO qui nous pose problème. La France est envahie de dossiers UNESCO, il s'en crée quasiment tous les 15 jours, donc le comité français a une position de plus en plus dure en disant un dossier qui arrive chez nous doit être béton. Je vous rappelle aussi que pour la France, il y a des enjeux durs, tout simplement parce qu'en 2013, vous savez que chaque pays a le droit de déposer 2 dossiers par an à l'UNESCO et que la France aujourd'hui, ça bute. C'est-à-dire que les dossiers déposés par la France sont refusés par l'UNESCO. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui est refusé. Ce qui fait que le comité français est beaucoup plus dur qu'avant lorsqu'on dépose un dossier. Et ils avaient plus de chance. Si nous avions déposé ce dossier en 2000, en quelle année vous l'avez fait? En 2002. On aurait mieux fait de le déposer en 2002. En 2002, on aurait déposé notre dossier, il serait déjà sur la liste française tout de suite. En 2013, c'est beaucoup plus difficile parce que la France a trop de dossiers qui sont déposés. Vous suivez l'actualité, Vincennes qui vient d'arriver. Et puis deuxièmement, parce que la France bute sur des refus de l'UNESCO. Donc d'où leur difficulté, d'où leur obligation d'être dure. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, on a redéfini la valeur universelle ensemble. Ça marche. Elle est franco-belge. Deuxièmement, je reconnais que nos amis belges ont défini beaucoup plus vite leur dossier de site-centre. Et là, il faut que je vous redonne une petite explication, parce que je sais toutes les interrogations qu'il y a. Aujourd'hui, nous sommes repartis sur des sites-centres. Nos amis belges en ont mis 25. Et autour de chaque site-centre, il y a une zone d'interprétation. Cette zone d'interprétation permet de faire rentrer tous les travaux qui ont été faits dans nos services et par les coordonnateurs et tous les travaux qui ont été faits dans les départements. Il est clair que nous aurons un site-centre. Souvent, autour de ce site-centre, on arrive à agréger un certain nombre de sites et autour, il y a la zone d'interprétation. La zone d'interprétation ne sera pas inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Seront inscrits les zones centres. Mais dans les zones d'interprétation, tout ce que nous avions prévu jusqu'à présent rentre dans les zones d'interprétation. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de difficulté. Alors, le problème que nous avons, nous, Français, on y va. Le problème que nous avons, nous, Français, c'est que nous devons faire des choix dans
12 départements, plus ceux qui vont arriver, je vous le rappelle, Seine-et-Marne, plus territoire de Belfort. Nous devons faire des choix d'équilibre entre les différents départements. Il est clair qu'aucun département ne doit être laissé à la porte. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Deuxièmement, nous devons faire des choix sur tous les sites internationaux que nous avons. Il est clair que nous ne pouvons pas laisser à la porte des nations présentes sur les champs de bataille. Alors bien sûr, tout le monde pense aux Australiens, aux Néo-Zélandais, aux Canadiens. Là, il n'y a pas de problème. Les Allemands, vous imaginez qu'il n'y a aucun problème. Les Britanniques, il n'y a aucun problème. Mais je vous rappelle que nous devons penser aux Roumains, nous devons penser aux Indiens, nous devons penser à l'Afrique subsaharienne, nous devons penser aux Marocains, nous devons penser aux Portugais. C'est-à-dire que dans les sites que nous devons proposer, il doit y avoir l'internationalisation obligatoire, car c'est la garantie du passage à l'UNESCO. Si nous ne sommes pas internationalisés, l'UNESCO, ça va être niette. Donc nous devons faire l'équilibre dans les départements, l'équilibre international. Vous imaginez ces deux choix que nous avons à faire. Nous avons à faire un souci de présence de l'Allemagne importante, car il est clair que l'UNESCO, si ça apparaît comme la revanche des Alliés contre l'Allemagne, ça va être vite arrêté. Donc c'est un troisième choix que nous avons à faire. Et tout cela, nous devons le faire d'ici, allez, mois de novembre. C'est ce qu'on a garanti à nos amis belges. Dans le mois de novembre. Donc nous devons aujourd'hui faire ce type de travaux pour pouvoir avoir cette liste des sites centres et sur un nombre qui est plus réduit que ce que nous espérions au début. Voilà, je ne vais pas vous dire le nombre parce qu'on risque d'allumer un incendie dans la salle. Alors on ne va pas le faire. Bon, mais voilà où nous en sommes, si vous voulez. Et la réponse que nous faisons à nos amis belges, c'est qu'on a obligation désormais de leur répondre. Et n'importe comment, nous avons également obligation, si nous voulons pouvoir être sur la liste française de janvier-février, eh ben, ça veut dire que fin novembre, début décembre, nous déposons pour la France. Voilà où nous en sommes. Je redis bien pour qu'il y ait, que tout le monde soit rassuré, ça veut dire que nous repartons sur des sites centres, mais qui sont plus funéraires qu'avant. C'est-à-dire qu'on ne présente pas un paysage, on présente une grande nécropole internationale, on présente un grand mémorial, Longueval pour en citer, Thiepval pour citer. On voit bien que ceux-là ne posent tellement aucun problème qu'on peut les citer tout de suite. Hein. Navarin pour le citer, on voit bien que ça ne pose aucun problème, ou une grande nécropole. Et autour, une zone d'interprétation qui justifie quelque part ce site que nous avons choisi. Alors, des sites du Commonwealth, des sites allemands, des sites français, des sites russes, Saint-Hilaire-le-Grand. On voit bien que Saint-Hilaire-le-Grand dans la Marne, on est obligé de le prendre, c'est une obligation. Et autour de Saint-Hilaire-le-Grand, il y aura une zone d'interprétation qui expliquera. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur les travaux qui ont été faits, sur les sites qui ont été choisis dans les départements, mais c'est vrai qu'il y a eu modification des sites centres. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ce que nous avons expliqué jusqu'à présent. On l'a expliqué et on s'est entendu avec nos amis belges. C'est clair que ça devrait passer et c'est la seule garantie que nous avons pour faire passer à l'UNESCO. Voilà, c'est soit on veut que ça passe, soit on ne veut pas le faire. Et donc pourquoi ? Parce que ça, c'est bien une valeur universelle telle que ça a été décidé par l'UNESCO. Pour qu'il soit très clair dans nos explications, nous avons cet autre dossier qu'on nous oppose souvent, qui est les plages du débarquement. Nous estimons qu'il n'y a pas concurrence avec les plages du débarquement. Mais sachez que les plages du débarquement sont en train de réétudier toutes leurs valeurs universelles. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Ils étaient partis sur une valeur universelle de paysage des plages, et ça coince. Eux aussi, face à l'UNESCO, ils sont obligés aujourd'hui de réétudier leurs valeurs universelles. Donc, c'est des sujets qui sont des sujets importants, mais quelquefois, on est confronté à ces sujets. Qui veut dire la parole ? Oui. Monsieur Cronier, qui veut la parole. Allez-y. Voilà, 33 ans de Nations Unies, 3 ans de l'UNESCO. J'ai travaillé avec mes collègues et je peux confirmer que l'aspect international est extrêmement important et que plus il y aura de sympathie envers le projet que vous aurez à présenter, et plus il a des chances de passer. Vous savez qu'il y a effectivement, il a été dit qu'il y a un comité. Il y a 21 pays qui s'occupent de ce comité,
Et il y en a donc qu'il va falloir approcher en parallèle d'ailleurs de vos actions. J'en cite quelques-uns, et vous les avez d'ailleurs manqués, enfin, je veux dire, soulignés. Vous avez l'Allemagne, bien sûr, elle est parmi les vice-présidents. Il y a l'Algérie et le Sénégal, qui sont deux autres vice-présidents. Et il y a, curieusement, le Qatar comme président. Et la Colombie comme vice-président. Alors, c'est dire que vous aurez à faire, je dirais, beaucoup de lobbying, il faut bien le dire, parce qu'il y a beaucoup de pays qui présentent également en même temps des projets importants et qui eux aussi vont essayer de prendre le maximum de pays pour les appuyer. Donc, je pense que, d'autre part, vous avez 10 critères à chaque fois pour un projet. Donc, le plus important est de prendre le maximum de critères pour avoir des chances de passer. Il y a des projets qui sont présentés qui ont jusqu'à 3-4 critères. Je pense que le vôtre pourrait aussi avoir 3-4 critères. Et donc, je vous encourage à préparer, je dirais, cette internationalisation dont M. le secrétaire général a parlé. Merci beaucoup. Allez-y, autre intervention, allez-y. Oui, allez-y. J'ai une question grâce au projet de l'association AFS-CSF. Est-ce qu'il n'y a pas, à votre avis, puisqu'on est en train de se dire des choses claires, comme l'a dit les représentants belges, le problème du brouillage de la part du gouvernement actuel sur la manière de présenter à la fois le centenaire de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire du débarquement? Est-ce que vous pensez que c'est une question qui peut se poser? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas le sentiment dans les sphères internationales que le gouvernement français n'est pas finalement à fond derrière cette affaire, qu'il y a des chapelles avec lesquelles il faut... C'est une bonne question. C'est une question. C'est une vraie question. Personnellement, je ne le pense pas. Oui, il vaut mieux. C'est une vraie question. J'entends bien la question et sur le sujet, je me suis exprimé il y a de ça quelques mois, je ne sais plus exactement, avec beaucoup de force, de vigueur et sans ambiguïté. Je ne pense pas que cette question, aujourd'hui, ait des interférences avec notre dossier. Je ne pense franchement pas du tout. Par contre, la question qui est posée depuis le début de la réunion est beaucoup plus grave. Hein. C'est une redéfinition complète du sujet tel que nous l'avions envisagé. Et d'ailleurs, on n'avait pas du tout pris cette voie-là. Hein. C'est pas du tout. C'est clair. Donc, il nous est demandé, alors la question c'est de savoir comment matériellement cela est-il possible, si nous sommes d'accord sur la philosophie et sur les nouveaux enjeux, comment pouvoir représenter le dossier dans les délais, Serge, que tu as indiqué tout à l'heure. Voilà, je pense que le sujet là que vous évoquez est aujourd'hui d'abord dépassé, hein, et ensuite n'a aucune interférence, mais vraiment aucune, avec le dossier que nous portons. Bon, si tu permets, on pourrait peut-être ajouter que le vrai test sera dans la prise de parole du président Hollande le 8 novembre, savoir s'il cite notre projet comme étant un projet pour lequel il apporte son appui. Et c'est la démarche avec Yves que nous faisons actuellement auprès de l'Élysée pour qu'il le fasse. Je ne sais pas si on réussira. D'accord. Nous sommes... Monsieur Morel. Oui. Une question, je suppose qu'elle sera intéressée le président de l'Élysée. Prenons l'exemple des Italiens. Pour les Italiens, il est certain qu'on a le cimetière de Bligny, on a celui de Soupir aussi. Hein. Mais si on prend, c'est Bligny qui est choisi comme symbole. Bligny, c'est sur la montagne de Reims. Et on voit bien qu'il a été créé là. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce monument, la façon dont il est organisé, l'endroit qui est choisi. Mais autour, si j'ai bien compris, il va y avoir une zone où on va mettre en valeur également d'autres monuments, d'autres sites, qui expliquent pourquoi il y a ce cimetière qui est là. Hein, le cimetière de Bligny, il est bien situé dans le temps, c'est un événement bien précis, c'est l'offensive du 15 juillet 18, c'est pas avant, c'est pas... Or, autour, on a la chance d'avoir
l'arrivée des Britanniques. Il y a un monument de la 19e division britannique. Il y a également un monument du souvenir français qui commémore des soldats tombés côté français. Donc on a tout autour, on a les Britanniques qui sont revenus, plutôt les Écossais, division écossaise, qui ont relevé le deuxième corps d'armée. Il y a des monuments britanniques. Donc on a des zones autour de Bligny et qui demandent donc une exploration. C'est-à-dire que pour mettre en valeur ces zones, il faut que les historiens locaux, évidemment, participent à l'opération. Ça veut donc dire que, et ça c'est la question, est-ce qu'il n'est pas souhaitable que l'on ait relativement vite les zones qui vont être choisies, qui vont être proposées, de telle sorte que lorsque le dossier sera proposé, on ait déjà tout autour un maillage d'éléments complémentaires. Je m'arrête là, je vous laisse la parole. Merci. J'ai tendance, me permettre juste de répondre un tout petit peu. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis bien. Alors, excusez-moi. Alors, juste, je vous répondrai. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Le maillage, il est déjà prêt. Ça fait 2 ans que les coordonnateurs font un travail remarquable. Dans les départements, il y a eu un boulot, vous ne pouvez pas vous imaginer le travail qui a été fait de recensement, de travaux sur chacun des sites, etc. Donc, le maillage, il est fait. Le plus dur aujourd'hui, ce n'est pas le maillage. C'est de choisir la liste des sites centres. Parce qu'il faut qu'on tienne compte des équilibres départementaux, qu'on tienne compte des équilibres internationaux, qu'on tienne compte du faible nombre qu'il faut choisir. Ça a l'air de rien ce que je vous raconte. Ça, c'est le plus dur. Le maillage, lui, vous verrez, quand on va vous sortir les travaux qui ont été faits dans les départements, c'est remarquable. Vraiment, dans les départements, les coordonnateurs ont fait un exceptionnel travail. Je le dis vraiment. Ce n'est pas le maillage qui m'inquiète aujourd'hui. C'est qu'on arrive à se mettre d'accord, on est en train de le dire, c'est le gros problème de tous les dossiers UNESCO. Je vous rappelle que le dossier UNESCO sur Vauban était parti, j'ose pas dire avec une centaine de villes Vauban, il a fini à 20. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a eu écrémage à tous les moments et écrémage au final à l'UNESCO. Et il y a eu des laissés-pour-compte des communes, j'en connais en Meuse, n'est-ce pas, qui sont restés scotchés parce qu'ils n'ont pas eu leur site Vauban. Nos risques sont à peu près les mêmes. Nous devons faire une liste de sites centres le meilleur possible pour qu'il n'y ait pas d'écrémage ensuite par l'UNESCO. Parce que là, on se retrouverait dans une situation un peu embêtante. Ce n'est pas le maillage qui pose problème. Le maillage, le boulot, il est fait. Quand vous le verrez, on peut vous le fournir à tous. On a un énorme travail de maillage qui a été fait. Les sites centres, ça va être autre chose. Et c'est ça qu'on est après à faire. Non, je voudrais savoir préciser, quelqu'un est intervenu en parlant de l'internationalisation de ce dossier, et vous avez parlé du cimetière de Bligny, italien. Simplement pour vous dire l'intérêt que porte notre projet, c'est que le gouvernement italien vient de désigner l'ancien consul d'Italie à Strasbourg comme étant le responsable de ce dossier du centenaire. Ça prouve bien que la mayonnaise prend en ce moment. Oui, c'est sûr. Oui, Monsieur Cotte. Oui, je me permets de rajouter un petit complément à ce que vous venez de dire, Monsieur Barcelli. Complément. Au niveau factuel, je crois que Vauban, c'est pas 20, c'est à 13. Oui, à 13 même. Exactement. Aujourd'hui, devant des dossiers qui ont un caractère inflationniste absolument évident, le Comité du patrimoine mondial, par le biais de ce qu'on appelle les orientations, qui sont un petit peu les règles du jeu, qui sont révisées actuellement chaque année, a fait, à la suite de certains dossiers, on ne doit pas les nommer, des recommandations très précises sur le fait que chaque bien présenté, qui forme donc une série, ce que vous appelez les éléments centres, chacun doit de façon explicite contribuer à la valeur universelle exceptionnelle, doit apporter quelque chose d'unique à cette valeur universelle exceptionnelle. Et il y a une attention très très grande et croissante portée par l'UNESCO et par les organisations consultatives qui, au niveau scientifique et professionnel, préparent ce travail, une attention extrêmement forte actuellement à la justification des séries. Donc effectivement, ce n'est pas un mince problème, c'est une difficulté majeure. C'est-à-dire que chaque choix
doit être parfaitement justifié par rapport à sa contribution remarquable, unique à la valeur universelle exceptionnelle. Autre intervention? Oui. Monsieur Herry. Monsieur Herly, président de l'association de commémoration de notre jour de souvenir Memorial Day. Si je peux aussi, Lillian Plouk, qui est responsable pour une association qui regroupe tous les monuments privés des États-Unis. Je suis confus par les critères parce que si vous parlez du front occidental et vous êtes condamné à faire un truc comme Vauban, ça va contre le sens de la technologie aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant, avec les iPads, les iPhones, les GPS, vous avez la capacité de regrouper tous les cimetières, tous les petits monuments. Dans la base de données, j'imagine, Lillian, 200 petits monuments, les fontaines que les mamans ont érigées, et qu'on en parle des Italiens, des Portugais, des Belges, des Français. Je ne pense pas que c'est... vous pouvez tout regrouper, et ça, c'est le fond occidental. 800 kilomètres. Mais si c'est trop tard, c'est trop tard. Dans ce cas-là, j'ai un grand monument américain ajouté à la liste. C'est pas du tout trop tard, ils seront dans les zones d'interprétation, ça pose aucun problème. Voilà. Ils y sont déjà, oui. Pas de souci, ces travaux sont faits. C'est des centaines, des milliers de sites que nous avons prévus dans les zones d'interprétation. Mais, je vous dis bien, le problème n'est pas la zone d'interprétation aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on se mette d'accord sur les sites centres et qu'ils soient suffisamment intelligemment choisis pour être ensuite validés par l'UNESCO. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations? Parce qu'après, on a plein d'autres sujets. Allez-y, M. Talon. Bon, on fait 8 heures. Si, on a fini. Michel Talon, je suis le secrétaire général adjoint des écrivains combattants et le responsable de la mémoire partagée. Je veux apporter une information complémentaire sur la nécessité de faire une affaire internationale. Et nous avons actuellement en étude pour 1918 une nécropole chinoise extrêmement importante qui se trouve, qu'on appelle de Nolette, et qui se trouve dans la Somme. Je voulais simplement apporter, puisqu'on a parlé des Portugais, on a parlé du point de vue international, il fallait quand même rajouter également les Chinois. On les a prévus. On les a prévus. C'est en cours de gestation. Et vous voyez, vous venez de dire, une nécropole chinoise, ça fait déjà un site centre. Non, mais on est tous d'accord, mais je vous signale, ça en fait un. Donc vous voyez, si vous les ajoutez, les choix qu'il faut faire. Hein. Dans la Somme, on en a plein d'autres. Et dans la Somme, il y en a plein d'autres. Vous avez compris. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on peut arrêter là ce point? Parce que... Il faut faire les finances. Il faut qu'on fasse les finances, oui. Hein? Donc on attaque le point financier. Alors, vous avez... Monsieur Castier, à vous. Alors, vous avez là aussi des documents, quand vous distribuez, hein, il n'y a rien de caché chez nous. C'est tout simple. À bientôt et merci. Merci beaucoup d'être venus. Hein. Ceux qui viennent de Belgique, on les remercie. Enfin, ceux qui sont de Paris, on les remercie moins. Voilà. On vous donne les bilans financiers et les projets financiers 2014. Voilà, bilan financier. Donc, mesdames, messieurs, je vais essayer d'être le moins rébarbatif possible, parce que je sais que quand on parle de chiffres, au bout d'un moment, on arrive à décrocher. Donc, je vais essayer d'être un peu court, mais efficace, car il est important, justement, de parler de ce bilan financier, puisqu'on parle de mouvement en avant, et je pense que vous allez comprendre tout de suite qu'il est important d'en parler. Je vais donc commencer par le bilan de l'exercice 2012-2013, en vous citant les chiffres, hein, tout simplement.
Et ensuite, nous viendrons à d'autres sujets. Donc, pour le bilan, pour l'exercice de cette année, donc arrêté au 30 septembre, en achat de matières et fournitures, nous avons eu 7 580 € et 42 centimes de frais. Ça, c'est au 31-12. En location de local, 4 200 €. En assurance, 807,74 €. En rémunération d'intermédiaires et honoraires, donc là, ce sont pour nos expertises 15 305,85 €. En publication, donc qui ont servi entre autres aussi pour le colloque et pour les différents événements qu'a mentionné donc M. Vachelin tout à l'heure, 24 775,70 €. Nos déplacements et nos missions, donc quand nous allons rencontrer nos amis belges et quand nous devons nous déplacer sur certains salons, etc. Donc 22 770,26 €. Les frais postaux de télécommunications et Internet, 3 561,40 €. Les services bancaires, donc 950,15 €. Bien sûr, notre personnel, donc la rémunération des personnels qui inclut dedans les stagiaires que nous avons eus pendant quelques temps, 27 379,47 €. Et les charges sociales, que nous pouvons éviter, 11 152,50 €. Soit un total des charges de 118 484,49 €. Dans nos produits, donc dans nos recettes, nous avions la cotisation des départements, qui au 30 septembre donc s'élevait à 70 000 €. Les adhésions, et donc qui inclut aussi donc, le colloque, 2 855 €. Ce que nous avions en banque, 36 928,25 €. En fonds associatifs, 15 000 €, soit un total des produits de 124 783,25 €. Donc, au 30 septembre, nous avons un solde positif de 6 298,76 €. Ce qui peut paraître beaucoup, mais qui en fait n'est pas exceptionnel et loin de là, puisque il faut normalement que nous puissions terminer l'année avec 6 000 €, ce qui paraît déjà quelque chose d'un peu ennuyeux. Donc, si vous prenez la deuxième feuille, et qui est donc une prospection du bilan financier entre donc le 1er octobre et le 31 décembre, nous reprenons donc le solde que je viens de vous mentionner, soit les 6 298,76 €. Les cotisations qui devraient nous rentrer avant la fin d'année, donc sachant que le Nord a réglé sa cotisation, qui s'élève à 27 000 €. Les adhésions donc qu'a mentionné M. Touze, mais qui devrait arriver encore donc à environ 300 €, ce qui nous amène un total des recettes entre le 1er octobre et le 31 décembre de 33 598,76 €. Nos dépenses. La gestion du compte, donc de notre compte bancaire, 159,85 €. Nos frais de déplacement, que nous avons estimés donc à 5 651,32 €. Les frais divers, donc, qui inclut repas, location de salle, etc., 3 738,66 €. Le fonctionnement de l'association, qui est important, donc ça reprend les photocopies, les timbres, le téléphone, fourniture du bureau, etc., 5 714,27 €. Le personnel et les charges, donc 12 668,03 €. La consultation donc, de notre expert, 18 194,15 €. Notre assurance obligatoire, 102,26 €, ce qui nous amène à une totale des dépenses de 46 208,54 €. Et comme vous pouvez le voir, notre balance est négative. Donc c'est ça notre gros souci au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir finir l'année correctement, sans avoir de problème. Donc deux choses ont été faites via nos présidents et via M. Barcellini. Des demandes de subventions ont été demandées auprès du Sénat, 25 000 €, et auprès du ministère des Anciens Combattants, 30 000 €. À ce jour, bien entendu, ce sont des propositions que nous avons faites. Il n'est pas dit qu'ils répondent positivement et que nous ayons cette somme que l'on leur a demandée. Donc, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas comment terminer l'année positivement. Voilà. Ce qui porte préjudice, puisque, bon, on a bien compris que nos amis belges nous ont poussés à
aller de l'avant et à travailler très vite. Comment travailler très vite sans le nerf de la guerre qui est les finances. Voilà. Donc, on a fait une prospection d'un budget prévisionnel le plus terrible possible, c'est-à-dire de partir avec un solde négatif, ce qui n'est pas généralement vraiment pas bon, puisque bon, là-dedans, il faut quand même que nous pensions que nous avons notre personnel à payer. Monsieur Touze ici présent devant nous, et que bon, il ne fait pas du bénévolat, ce qui est normal. Donc nous comptons beaucoup donc sur cette subvention qui viendra, j'espère, alimenter nos caisses. Mais toujours est-il que bon, nous sommes partis dans la situation la plus dramatique en début d'année, c'est-à-dire de partir avec un solde négatif, c'est-à-dire le report de l'exercice 2013 qui serait d'environ 12 000 euros. Nous avons envisagé plusieurs possibilités. Parce que le problème risque de se reproduire chaque année, c'est-à-dire, en fait, le problème, c'est l'arrivée des cotisations dans nos caisses, qui souvent nous arrivent à partir d'avril. À partir d'avril, c'est le moment où les cotisations entrent dans nos caisses, puisque, bon, je comprends que chaque département a besoin de passer en commission, de faire voter donc leurs cotisations, que cette cotisation soit après versée. Donc, il y a tout un temps administratif, si vous voulez, entre le moment où c'est voté et entre le moment où c'est versé, qui nous met toujours un petit peu, si vous voulez, en situation d'ambiguïté, puisque, bon, il faut qu'on puisse quand même vivre et survivre et pouvoir travailler efficacement, ce que, encore une fois, nous demandent nos amis belges. Donc, l'une des solutions qui a été envisagée au sein du bureau, c'est peut-être de relever la cotisation des départements, qui nous permettrait de nous donner une bouffée d'oxygène et, disons, de réussir à, allez, on va dire, de pouvoir, disons, que notre budget soit positif, le peu qu'il soit, mais qu'il soit au moins positif. Et donc, l'idée, c'est de passer les cotisations des départements de 10 000 euros à 12 500 euros, soit de les augmenter de 2 500 euros. Bon, ça paraît pour certains, vous allez dire, bon, 2500 euros, il faut le faire passer dans la situation actuelle où, justement, on demande aux collectivités de faire attention à ce que l'argent soit bien dépensé. Hein, Monsieur Piot, vous me l'avez dit. Il est important, donc, de voir comment on peut imaginer cette augmentation, puisque, bon, je suis le trésorier, donc il n'y a pas... je veux dire, les chiffres parlent, hein, on ne peut pas les modifier. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas travailler. Et si on ne peut pas travailler, on ne peut pas donc remplir notre mission et donc aider nos amis belges, puisque, bon, apparemment, ils nous demandent quand même de passer à la vitesse supérieure. Ce qui dit vitesse supérieure dit dépenses aussi plus rapides, puisqu'il faudra qu'on aille plus souvent sur le terrain, etc., etc. Donc tout ça va venir, si vous voulez... donc alimenter, enfin, non pas les recettes, mais les dépenses de notre association. Et donc voilà, donc l'idée est là. Donc sur cette idée, nous avons donc imaginé un budget prévisionnel pour 2014 avec donc 10 cotisations plus, donc comme l'avait mentionné tout à l'heure précédemment, l'arrivée peut-être de 2 nouveaux départements, la Seine-et-Marne et le territoire de Belfort, ce qui nous ferait un montant de cotisation départementale qui s'élèverait à 150 000 euros. Les adhésions donc, qui seront aux alentours de 2 500 euros pour les personnes donc, qui reprendront leur adhésion, les associations, etc. Nous souhaitons encore aussi solliciter le ministère des Anciens Combattants. Nous espérons qu'il répondra aussi présent et que, bon, nous voulons être un peu moins gourmands en 2014 en lui demandant que 15 000 euros. Ce qui nous mettrait nos recettes à 150 000 euros, 890 et 22 centimes. Nos dépenses. Alors, nos dépenses, la gestion du compte, bon, on est à peu près dans les mêmes types, hein, donc environ 500 euros. Les frais de déplacement qui s'élèvent à 15 000 euros. Ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, vous savez que quand vous devez vous déplacer, prendre le train, etc., ça a un coût. Hein, et quelquefois, vous ne pouvez pas non plus vous déplacer pour une journée parce que, bon, ça inclut aussi les hôtels, etc., etc. Donc voilà, 15 000 euros. Les frais divers, donc location, etc., repas qui peuvent s'élever à 9 000 euros. Le fonctionnement de l'association, important aussi, 13 300 euros.
Le personnel, qui est donc l'un des budgets les plus importants, 44 600 euros. La consultation d'un expert qui va être sollicité beaucoup plus l'année prochaine, donc qui s'élève à 48 000 euros. Les assurances, 490 euros. La communication, puisque bon, on doit quand même communiquer, on va pas seulement... on a bien compris que c'était important de communiquer, donc qui s'élèvera à 10 000 euros. Et donc, on va aussi avoir besoin de cartographier. Donc, on a fait une estimation qui s'élève à 14 000 euros, soit un total des dépenses de 154 890. Donc, vous voyez, un solde positif de 22 centimes. Voilà. Donc ça, c'est un budget qui a été élaboré. Bon, c'est sûr que le problème se reposera certainement en 2015, mais vous comprenez l'importance donc aussi de la rentrée d'argent. Hein. L'argent est le nerf vital de la guerre, et si on veut pouvoir continuer dans de bonnes conditions, à mon avis, on n'a pas d'autre choix que de devoir peut-être augmenter les cotisations des départements et voir comment on peut obtenir d'autres ressources financières. Voilà. Et pour les départements, je voulais juste rappeler qu'on avait démarré à 15 000 euros. On est repassé à 10 000 euros parce qu'on avait une évolution donc financière qui avait engrangé de l'argent la première année, que l'on a utilisé la deuxième. Et là, on repasse à 12 500. C'est-à-dire que ça fait peut-être important par rapport à l'année dernière, mais ça fait moins encore que la première année. Et je le rappelle quand même parce que c'est important ce qu'on avait décidé au départ. Vous avez la parole, oui. Pourquoi le fait de ne pas faire appel au bénévolat pour le personnel et les charges? Il y a beaucoup de retraités qui sont intéressés. Ça fait 18 ans que je suis dans une association, je fais du bénévolat. Moi aussi. Moi aussi, tous. Moi aussi, conseil tous du bénévolat. Conseil général. Nous aussi, on est bénévoles, pas de problème. Le personnel et les charges, on ne pourrait pas éventuellement faire appel à du bénévolat? Alors, le bénévolat... On n'a pas chiffré le bénévolat. Si vous me permettez, si je peux me permettre de répondre, le bénévolat a toujours ses limites, à un moment ou à un autre. Et je pense que le bénévolat, pour certains sujets qu'on a à traiter, comme ces sujets-là, on a besoin d'avoir un permanent qui travaille en permanence sur le sujet. On est dans une situation où il y a une demande forte, on l'a encore entendu tout à l'heure de nos amis belges. Les bénévoles peuvent venir en appui, ça j'en suis conscient, ça peut être quelque chose, mais on a besoin quand même d'avoir un permanent qui soit là en permanence. Toutes les personnes qui sont ici sont tous bénévoles. Hein, on a tous nos propres travail aussi, hormis ça, on ne peut pas sans... Si vous voulez, on a besoin aussi d'avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer. On va juste vous répondre pour que vous compreniez bien. Le personnel, c'est une personne permanente. C'est Pierre-François Touls qui est ici. Nous avons un permanent de l'association, et heureusement, qui nous fait la continuité en permanence dans l'association, qui est là au bureau. Et puis nous avons une entreprise de consultants. Vous avez entendu M. Cotte tout à l'heure, c'est lui. Il se trouve que nous avons pris pour nous renforcer dans ce dossier difficile. Il nous a semblé important d'avoir à nos côtés un expert. C'est un coût. Et vous avez bien compris, parlons très clair, quand vous regardez le budget, vous avez bien compris que les deux coûts importants, c'est le permanent, et pour nous c'est essentiel. On ne pourra pas tenir sans permanent. Tout le reste est bénévole, hein, vous ne faites pas de soucis. Hein. Et puis vous, ainsi que vous l'avez compris, les coordonnateurs, nous avons une chance extraordinaire. Les coordonnateurs sont payés par les conseils généraux. Les conseils généraux nous apportent, en plus de la cotisation, ils nous apportent le paiement des coordonnateurs. On n'aurait pas pu travailler si nous n'avions pas les coordonnateurs, qui souvent aujourd'hui, d'ailleurs, travaillent également pour l'ensemble du centenaire. Hein. Ce qui est très bien, voire chargé de mission. Donc on a cette chance extraordinaire aujourd'hui d'avoir cela. Hein. Voilà, mais voilà les coûts. La vraie question qui est posée aujourd'hui, et ça c'est les conseils généraux qui doivent le décider, c'est que nous souhaitons passer à 12 500, ce qui n'est pas énorme, mais ça nous apporterait un petit plus. La deuxième chose, c'est ce qu'on ne voulait pas faire au début, on ne voulait pas demander de subvention. On a vécu pendant 2 ans sans subvention demandée autre que le conseil généraux. Là, on va en demander. Nous avons demandé cette année une subvention au Sénat, ça n'a pas été possible. Ça le sera. Non, attends, il ne dit pas ça. Il dit c'est pas possible pour 2013. Ouais, parce il que, dit possible pour 2014. Parce que les sommes sont déjà réparties, mais pour 2014, je regarderai avec attention, voilà. Et il le fera. 2014, on aura une subvention Sénat qui nous apportera, et puis nous avons demandé une subvention DMPA. Voilà, ce qu'on ne voulait pas faire à l'origine. Hein.
Mais on est obligé, parce qu'on voit bien que malgré peu de dépenses, hein, on n'a pas un budget fort, qui vit beaucoup sur le bénévolat, nous tous, mais il y a quand même des coûts. Je veux dire que l'année suivante, ou à la fin de l'année, si nous sommes inscrits sur la liste indicative l'année prochaine, en 2014, on aura aussi l'objectif du dossier final. Et là, on aura des frais énormes. Des frais plus importants. Même si voilà qui est rassurant pour nos budgets. Peut être réglé par l'intervention d'universités qui savent très bien faire ce genre d'exercice et qui peuvent nous économiser de l'argent. Mais il y a quand même les frais d'impression du dossier. Qui seront importants. Ok. Oui, allez-y. Moi, je pense qu'il faut quand même, pour pouvoir demander une subvention augmentée au département, moi je parle pour le département de l'Oise, il faut quand même veiller à redonner du sens au rôle des territoires et des départements dans l'évolution actuelle du dossier. Parce que j'ai bien compris que la précipitation fait que, enfin la précipitation, excusez-moi du terme, mais le calendrier, l'accélération fait qu'il faut tirer plutôt les choses par le haut pour arriver rapidement à déterminer les fixants. Et en même temps, j'ai bien entendu mon collègue Claude dire que l'association repose pour l'essentiel sur la table des départements. Or, ce n'est pas simplement les départements en tant que collectivité, c'est les départements, tous les liens que nous avons tissés avec la vie associative, avec la vie locale, avec à qui maintenant il faut expliquer que l'orientation n'est plus la même, ce qui peut être compris au travers de ce que vous avez dit, M. Marcellini, les sites centres et les sites d'interprétation. Mais il y a un temps nécessaire d'explication parce qu'il va y avoir aussi de la déception. Moi, je pense aux associations qui portaient les sites locaux importants et qui vont, à qui on va devoir expliquer que ça n'est plus tout à fait la même chose. Moi, je crois qu'il faut peut-être que l'association réfléchisse à ça, on peut le faire au travers des présidents, hein, mais à une explication fondamentale sur l'orientation actuelle, où il y a sans doute à terme, si nous arrivons à l'objectif, un bénéfice à tirer, entre guillemets, pour les territoires, mais si on ne fait pas percevoir, surtout que les caisses en ce moment sont plutôt... oui, tout à fait. Voilà, bon. Ah bon? Ah bon? Merci. D'accord. Michel est d'accord pour donner 2500 € de plus? Oui. Comment? Michel est d'accord pour donner 2500 € de plus? Merci, d'accord. Meurthe-Moselle ayant donné son accord pour les 2500. La Meuse doit suivre. La Meuse doit suivre. Je suis obligé de suivre. Bon, ok. Ah, mais je suis d'accord que le collègue a raison d'une explication. On a eu un bureau il y a moins d'un mois où on a fait une discussion forte là-dessus sur la réorientation, la capacité d'analyse dans les départements et sur la perception d'avenir des départements dans le dossier par rapport à ce qu'ils avaient et ce qu'ils auront effectivement comme site reconnu. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une belle discussion à organiser et à renforcer dans les départements. On est d'accord. Moi, je pense que c'est une vraie question de fond. Et je le disais tout à l'heure dans le rapport, on a toujours fait très attention à cet équilibre entre le débat national et international et le débat local qui a pris quand même une ampleur dans les communautés de communes, pas seulement dans les départements, dans des communes importantes, dans des associations multiples, puisque tout à l'heure ça a été dit qu'on va être à 150 associations. Ça veut donc dire qu'il y a quand même là un rapport de force qu'il faut qu'on explique aux départements et il faut qu'on leur donne des billes pour la compréhension de la réorientation. Ça, c'est sûr. On continue. Ouais, on continue. On continue. Pas de problème. Il faut voter. Hein, peut-être. Alors, il faut voter. Monsieur le Président, c'est à vous de faire voter les budgets. Sur les, alors, peut-être le rapport d'activité. Sur le rapport d'activité, on peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires à l'adoption de ce rapport d'activité? Il n'y en a déjà pas. Et des souhaits d'abstention, de ne pas prendre part au vote? Il n'y en a pas non plus. Donc, messieurs, le rapport d'activité, félicitations, est adopté à l'unanimité. Le budget 2014. Le budget 2014 tel qu'il a été présenté avec les commentaires. Pas de voix contre son adoption. Pas d'abstention non plus. Eh bien, unanimité également. Merci. Cotisation, il faut voter? Oui, alors cotisation. Oui. Cotisation à 12 500 € pour les départements. Il faut qu'ils acceptent aussi. Un peu moins déjà à voter ici. Il y a des oppositions qui se manifestent. Ils sont tous d'accord, ils ne payent pas.
Il y a quand même des représentants de département. Oui, non, il est d'accord. Il est d'accord. Il n'y a pas de vote contre, il y a des abstentions. Non, c'est adopté aussi par... c'est fait. Alors maintenant, la modification de statut, mais ça, on n'a pas présenté. Très rapidement, donc, sur les statuts, vous allez avoir... 5 minutes. En quelques instants, un document qui vous fait part donc de statut réhabilité. L'article 3, un espace géographique amélioré, je vous l'ai dit tout à l'heure. Un article 6 sur la composition, donc une définition des membres de droit et des membres associés, en ayant gardé le mot, au travers de l'association, de la composition des membres de droit et des membres associés dissociés. 2 rôles différents. Et un bureau à l'article 14 qui est évolutif, c'est la volonté d'élargissement que j'ai souligné tout à l'heure. Donc on passe à un bureau qui reste majoritaire, parce que c'est comme un conseil d'administration, dirons-nous. On n'a pas de conseil d'administration, on a un bureau qui est l'exécutif qui a rendu compte à notre Assemblée générale. Nous avons une composante fondateur et une composante partenariale. La composante fondateur est plutôt ici présent. Elle a été un peu renforcée tout de même. 2 coprésidents qui sont à nos côtés. Un président délégué représentant un conseil général adhérent. On a demandé à ce que ce soit des conseils généraux différents. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas qu'il y ait 3 personnes d'un même conseil général. Ça ne cadrerait pas la route. 3 vice-présidents représentant 3 conseils généraux différents également, un secrétaire général, un trésorier, un coordinateur général des comités départementaux et 3 coordonnateurs issus des 3 comités départementaux. Là, on a mis, par rapport au bureau actuel, qui était celui-ci, un vice-président supplémentaire. On a mis le président délégué aux voix de l'Assemblée générale, parce qu'auparavant, c'était une décision informelle. On a travaillé 1 an comme cela. Et il faut donc ratifier le travail que l'on a réalisé cette année. Et on a mis un coordonnateur de plus. La composante partenariale est toute nouvelle. 3 représentants du comité d'experts de l'association, un représentant des sociétés savantes adhérentes à l'association en tant que membre associé, 5 représentants des associations, un représentant des associations d'animation des territoires et 2 représentants des collectivités territoriales adhérentes en tant que membres associés. Le bureau se réunit au minimum 1 fois tous les 2 mois. Parfois, on a fait plus. Mais bon, c'est pour donner un minimum. Et bien sûr, le bureau rend compte à l'Assemblée générale. Le reste n'a pas changé. Donc vous avez 3 articles de fond qui ont changé, je vous les rappelle. Celui de l'espace géographique, celui de la composition et celui de la composition du bureau. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur. J'ai été rapide. Vous avez vu, volonté 1 de renforcer le contrôle général, la place des conseils généraux et des départements. Dans notre idée, il faudrait que chaque conseil général ait un membre au bureau. C'est-à-dire que les coordonnateurs ne soient pas issus des mêmes départements où il y a les vice-présidents, etc., etc. Pour qu'il y ait véritablement dans le bureau l'ensemble des conseils généraux. Et puis on a élargi par cette ouverture. Ce qui va vous être proposé tout à l'heure, ce n'est pas de désigner les gens, c'est de faire un appel à candidature. Hein, oui, j'avance tout de suite. J'avance tout de suite. Tu peux le faire. Comme ça, en clair, on ne va pas vous sortir un nouveau bureau. Nous allons faire un appel à candidature. Et c'est en fonction de l'appel à candidature qu'on proposera un bureau nouveau, car ce qu'on souhaiterait, c'est que tous les départements soient représentés dans le bureau. Ça, c'est excessivement important si on ne veut pas qu'il y ait le hiatus qu'on a pu constater avec certains départements. Donc ça, c'est important. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Allez, c'est d'accord. On vote. On vote. Sur la modification des statuts, aucune opposition se manifeste. Ça, c'est bien. Il n'y a pas d'abstention si c'était comme ça partout. Ah oui. Donc, on fait un appel à candidature. On se donne une quinzaine de jours pour que vous envoyiez toutes les candidatures potentielles. Et on vous fera des propositions sur le bureau. Non, parce qu'il faut le désigner. Pas de problème.
élection du bureau. Ok. Pas de formule. Après la candidature. Voilà, ben, ils nous enverront. Ils envoient des candidats. Ah d'accord. Oui. Hein, ok. Il faut voter pour. On a fini. Alors. Non, il ne faut pas voter pour Jean-Paul là maintenant. Qui est Jean-Paul? Non, non. Très bien. Ok. Alors, on arrive au bout. C'est bien, c'est clair. On arrive au bout. Commissaire aux comptes, c'est fait. Commissaire aux comptes. On va créer un commissaire aux comptes parce que nous dépassons 150 000 € de budget. Si tout va bien. Si tout va bien. Et vous savez que la loi française, les règlements français, c'est commissaire aux comptes lorsqu'il y a plus de 150 000 € dans une association. Jusqu'à présent, on n'en avait pas. Là aussi, on va faire un appel à candidature pour un commissaire aux comptes. Et donc, on créera un commissaire aux comptes. OK? On est au bout? Oui, questions diverses. Eh bien, il n'y en a pas, puisqu'on a tellement débattu tout à l'heure. Signature des conventions. Et nous allons signer les conventions. Alors, on est dans les temps, 8h moins 5. Ne dites pas qu'on n'est pas dans les temps. Alors, nous avons 5 conventions à signer. Merci à ceux qui ont tenu le coup jusqu'au bout. J'ai toujours dit 20h. Chacun peut dire. Alors, Gérard Delboeuf, tu viens avec nous? Voilà. C'est le président national du Souvenir français. Alors, et donc nos deux présidents et le président national du Souvenir français vont signer une convention de partenariat dans cette opération. Allez, à vous. Moi, j'ai prévu les photographes. Vous montez à côté de nous, là. Ouais, voilà. Ah oui, il faut voilà. Allez-y. Serge. Oui. Tous d'un coup, mais à côté. Oui, on met là. Allez. Entre nous, peut-être on peut le mettre entre nous. C'est moi qui pousse. Ouais, mettez-le. Allez, mettez-vous là. Vous avez plein de trucs, vous. C'est le président. Les mettez-le. Oui. Tiens, on va le mettre comme ça. Voilà. Très bien comme ça. Attention, il y a un truc là. Oui, c'est bien. Derrière, voilà. Allez, vous signez où là? Eh ben, au boulot. Je suppose qu'il y a 3 signatures. Voilà. Dans la foulée, c'est peut-être mieux. J'ai fait des photographes gratis du ministère de la Défense. Je fais ça bien. Vous êtes un appareil, toi? J'ai dit ça. Il y a encore deux. C'est pas les mêmes, attention. Non, vous signez bien que la bonne, hein? Ah non, on a tout signé. Voilà. Vous signez, vous en signez 3. Il y en a 3, attention. Il y en a 4. Il y en a plus. Oui, non, mais C'est pas le même après. Signez vos conventions. Voilà, c'est bon. On fera signer n'importe quoi à 8 heures dessus. Tiens, tu penses. Il y en a 4. Ça, c'est la première. Allez. Qui est-ce que derrière la seconde? Je ne sais même pas qui c'est qui a pris La deuxième, alors, c'est qui? et les écrivains combattants, peut-être? Vous venez avec nous? Poignée de main. Alors, poignée de main, alors là, c'est vraiment pour les journaux. Allez, à nous. Là, c'est qui? Merci bien. Les écrivains, c'est qui? Voilà. Ils sont deux. Oui, on se voit demain. Il y en a deux signés. Il y en a deux qui signent. Mon général, merci d'être là. C'est le Il y a que des général généraux. Forget, l'ancien patron de l'armée. Vous étiez pas loin. Allez, discutez. À vous l'honneur. À vous l'honneur. Alors, je prêtais mon stylo. général Forget, vice-président des écrivains combattants. On a tenu à les mettre dans le coup parce qu'on va avoir besoin d'eux. Voilà. C'est bien, hein? Voilà. Une troisième. Je sais pas, vous signez, vous mettez 1000 € sur la table. Vous êtes au courant? Vous avez dit ça? Vous mettez 1000 € sur la table chaque fois que vous signez. C'est bien, ça a bien été. Oui, oui.
manque une, moi. Attends. C'est la suivante que tu n'as pas signée. Je vais signer. Ouais, bon. Tiens, Voilà. Allez. C'est bon, ça se voit. Voyez le masque. Allez, voyez le masque. Merci. Merci. Merci bien. Merci. Merci mon général. Attention, on descend dans les... Ça va? Merci bien. Après, c'est qui? UA. UFA. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez travaillé un petit peu. Attendez, j'arrive là. Vous avez... Là, c'est l'association d'anciens combattants, vous n'avez pas me faire rappeler ça. Voilà. Oui, au milieu. Entre les deux. Entre les deux. Voilà. Voilà, ça y est, on commence à avec les quatre. Qu'est-ce qu'il y a pendant 10 mètres Qu'est-ce qui représente le GIP? Là, le type qui vient de saluer. Il vient de te saluer. Voilà. Ah, c'est celui? Ah, oui, exactement. Je me disais, je l'ai déjà vu. J'en ai loupé une, excuse-moi. C'est la nièce, c'est la nièce. D'accord. Ah, d'accord. Bien. Vous êtes basé où? À Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Parfait. Alors, il nous reste. Et les mains, là, les mains serrées. Il est, monsieur Valenbois. Il est là. À vous. Allez, à vous. Monsieur Valenbois, il en signe 2 d'un coup, donc ça va être bien. Voilà. Si tout à l'heure, vous pouvez me récupérer mon stylo, là? Ah non, je l'ai, excusez-moi. Oui, je l'ai. Venez. Ah, c'est quoi? Bien. Alors, le stylo, allez-y. Ah, moi, j'ai signé celle-là. C'est pas bien. Regardez devant. C'était 3. Très bien. Ça s'est bien passé. Oui, parce que Yves, ça tourne. c'est Donc j'ai dit, je n'ai pas calculé, j'ai choisi de rester avec eux, parce qu'ils ont pris quand on change. Non, la journée, on a travaillé jusqu'à 10 heures. Je ne suis pas allée. Oh non, non. on se dit la même chose. Merci. Allez. Jean-Paul, c'est bon. Ça sort.
Merci. Merci. Je vais dire bonjour.